Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire « Les options comme outil visant à réduire le risque ». L'objectif du webinaire aujourd'hui est de vous présenter quelques-uns des principes d'utilisation des options, notamment les avantages et les inconvénients et certaines structures que nous utilisons dans nos stratégies pour maximiser les rendements par rapport au risque. Nous allons examiner les options, leurs utilisations, ainsi que les façons dont elles peuvent améliorer les rendements d'un portefeuille d'actions. Je sais que plusieurs d'entre vous sont familiers avec les options, mais certains le sont peut-être moins. Pour répondre aux besoins de tous, certaines diapositives introduiront en quelque sorte le concept d'option, ce qui semblera peut-être un peu simplifié pour ceux d'entre vous qui sont plus avancés et expérimentés dans ce domaine, mais ne vous inquiétez pas, nous entrerons dans des explications un peu plus complexes à ce sujet vers la fin du webinaire. Je veux commencer par la diapositive 5 par une citation. Cette citation de Howard Marks date de plusieurs années. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un investisseur célèbre, l'un des flambeaux de notre domaine, fondateur de Oaktree Investment Management et quelqu'un qui a vu beaucoup de cycles. Nous étions en pleine discussion, il nous parlait des défis posés par la prévision. Son point de vue était que nous n'avons pas à nous préoccuper autant des prévisions, car en ce qui a trait à où nous en sommes dans le cycle de placement et au genre de risque qui est pris, beaucoup de ce que vous devez savoir est présent dans l'information d'actualité, dans ce qui se passe sous vos yeux. J'ai pris en note sa citation et j'ai souligné quelques lignes clés car elles semblent particulièrement importantes compte tenu du sentiment qui existe à l'heure actuelle. Ces citations concernent la recherche d'indices pour l'avenir. Regardez autour de vous et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que les investisseurs sont optimistes ou pessimistes? Est-ce que les analystes des médias annoncent que les gens vont se ruer sur les marchés ou les éviter? Les nouveaux programmes de placement sont-ils acceptés promptement ou rejetés du revers de la main? Est-ce que les offres de titres et les ouvertures de fonds sont traitées comme des occasions de s'enrichir ou comme de possibles pièges? Est-ce que le cycle de crédit a rendu les capitaux facilement disponibles ou impossibles à obtenir? Est-ce que les coefficients de capitalisation des bénéfices sont élevés ou faibles dans le contexte historique et est-ce que les écarts de taux de rendement sont réduits ou généreux? Toutes ces questions sont importantes. Cependant, aucune d'entre elles n'entraîne une prévision. Nous pouvons prendre d'excellentes décisions en matière de placement en fonction des observations actuelles, et ce, sans avoir besoin de faire de suppositions concernant l'avenir. Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi que tous ces éléments sont rattachés au côté optimiste. C'est la folie actuellement pour la crypto-monnaie et les chaînes de blocs, un programme de placement passablement nouveau, dans lequel les gens se lancent sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Pour quelqu'un comme moi ou pour d'autres qui sont là depuis longtemps, cela rappelle fortement la folie des .com à la fin des années 90. Si vous regardez la diapositive 6, je montre le cycle de marché standard auquel nous sommes tous habitués dans le secteur des placements et je pense que les gens s'entendent généralement pour dire que nous sommes à un stade plus avancé du marché haussier et qu'il y a certainement des prévisionnistes qui parlent d'un marché à la hausse qui pourrait durer encore une décennie ou plus en raison de la banque centrale accommodante. Nous sommes, selon moi, au dernier stade de cet élan. Je ne dis pas que c'est terminé. Cela peut très bien durer encore 1 an et demi, 2 ans, mais nous sommes certainement à l'étape excitation où les gens prennent des décisions comme ils le feraient à une table de jeu à Las Vegas, des décisions qui s'avèrent gagnantes. C'est tellement agréable et c'est si facile. Nous voyons beaucoup de ce comportement ces jours-ci. Si vous regardez la diapositive 7, je ramène toujours cela à comment cela devrait-il influer sur la façon dont nous gérons l'argent. J'utilise 2 périodes contrastées que nous connaissons tous, ou du moins que la plupart d'entre nous connaissent. Je compare le creux de la vague du dernier cycle, soit mars 2009, avec le sommet du dernier cycle survenu en octobre 2007. Si vous pensez au type d'attributs que vous auriez souhaité avoir pour gérer de l'argent à l'un ou l'autre de ces moments, voici ce qui était le plus important en mars 2009. Premièrement, d'avoir du capital à investir et deuxièmement, même si c'était beaucoup plus difficile, il fallait avoir le courage de mettre ce capital à l'œuvre. J'étais à la tête d'un portefeuille d'1 milliard de dollars à ce moment-là. Nous achetions des actions et en mars 2009, je tremblais littéralement lorsque nous effectuons les opérations. Même si la fin du mois approchait, je crois que nous avons acheté nos premières banques vers la fin du mois de mars. Elles avaient du tonus, ça semblait prometteur. Il était toujours incroyablement difficile, compte tenu de tout ce qui s'était passé au cours des 18 mois précédents, de placer cet argent. Le contraste avec octobre 2007 était également très important
car les choses avaient beaucoup changé. Ce n'était pas évident d'être prudent, de dire « j'ai des contrôles, des risques », de laisser passer ce qui ressemblait à des occasions de placement faciles et d'essayer d'être plus sélectif. Voilà les bons attributs qu'il fallait avoir en octobre 2007, mais encore une fois, il était très difficile de passer à côté de tous les bons moments que tout le monde semblait vivre. Certes, la plupart du temps, nous ne sommes à aucun de ces extrêmes car il est préférable de se situer entre les deux. Nous pensons que les attributs qu'il nous faut présenter dans notre portefeuille se rapprochent davantage de ceux d'octobre 2007. Nous ne craignons pas de ne pas avoir le cran de faire des placements. Nous sommes plus inquiets d'être prudents et un peu plus sélectifs quant à la façon dont nous mettons du capital sur le marché. Juste quelques réflexions avant de poursuivre, et je m'excuse de ne pas l'avoir ajouté sur cette diapositive, mais une mesure courante des rendements ajustés au risque est le ratio de Sharpe. C'est le rendement que vous réalisez sur l'écart type annualisé ou la volatilité que vous éprouvez en réalisant ce rendement. Si vous regardez le marché plus large, le S&P 500, j'ai un graphique de 1928 à 2016, soit une période de 88 ans, qui montre que le ratio de Sharpe de l'indice S&P 500 a varié d'une année sur l'autre, passant d'un creux négatif de 2,5 à un maximum de plus de 2,5. Il a essentiellement rebondi entre ces deux niveaux et en moyenne sur toute cette période de 0,4. Il n'y a donc pas eu une seule année au cours de ces 88 ans où le ratio Sharpe a dépassé d'environ 0,6 à la hausse. Le S&P 500 a atteint depuis le début de l'année un ratio de Sharpe de plus de 5 et il reste encore environ une semaine et demie avant de changer d'année. Nous parlons ici de plus du double du ratio de Sharpe jamais atteint. Nous avons eu d'excellents rendements dans une ère de volatilité incroyablement faible. C'est excellent et absolument incroyable. C'est mieux que tout ce que nous avons déjà connu. Ce n'est pas le genre de choses qui se produit généralement en début de cycle. À la diapositive 8, nous voyons certains des défis liés à la constitution d'un portefeuille. Voyez les différents niveaux de risque et de rendement avec lesquels les investisseurs essaient généralement de constituer un portefeuille. Je sais que beaucoup d'entre vous le font régulièrement pour vos clients en fonction de leur tolérance au risque et de leur plan financier. Vous allez avoir différentes attributions à la couche spéculative qui procurent des rendements très élevés, des types de placements à très haut risque. Je vais mettre de la crypto-monnaie et des chaînes de blocs. Les attributions seront souvent très importantes dans des portefeuilles tactiques, bêta du marché, de longue durée, dans le domaine des obligations et des actions. Pour la plupart des investisseurs, ils auront une attribution dite de base, soit un risque plus faible avec un taux de rendement raisonnable. Pas autant concentré sur ce que le marché lui-même est en train de faire, juste essayer de trouver un taux de rendement raisonnable à un faible niveau de risque, l'argent du bas de laine. Vous savez, à une époque de taux d'intérêt très très bas, la réalisation de ce rendement de base est devenue beaucoup plus difficile. Et maintenant, avec des multiples de fonds très élevés, c'est devenu encore plus difficile. Nos objectifs à la diapositive 9 sont d'essayer d'aider les gens à atteindre ce rendement raisonnable à un faible niveau de risque. Nous considérons le risque en termes de protection contre les réductions importantes. Notre stratégie est axée sur les actions. Nous sommes très conscients que les marchés boursiers peuvent traverser des périodes de forte baisse et nous voulons protéger nos clients contre ces réductions, indépendamment des conditions du marché. Il n'y a donc aucune excuse pour dire « Eh bien, c'était un marché baissier finalement ». Nos stratégies sont explicitement conçues pour protéger nos clients contre ces éventualités. Du point de vue du rendement, notre objectif est de générer un rendement composé non corrélé positif. Encore une fois, nous ne sommes pas axés uniquement sur les titres à long terme, mais nous prévoyons générer des rendements positifs d'une année à l'autre pour aider les clients à continuer d'accumuler ce rendement de base. En ce qui a trait à la volatilité, nous sommes également très conscients que le parcours est souvent aussi important pour le client que l'aboutissement. Puisqu'il est important de garder les choses sur le droit chemin, nous nous concentrons sur la maximisation de la quantité de rendement que nous générons par unité de risque que nous prenons. Voilà ce que nous essayons de faire. Nous utilisons des options pour atténuer le risque associé à nos portefeuilles d'actions et gérer la volatilité. Regardons maintenant les options, comment elles fonctionnent et comment elles peuvent être utilisées dans un portefeuille d'actions. Pour ceux qui sont moins familiers avec les options, une option est un instrument financier qui prévoit un contrat entre deux parties pour une transaction future concernant un actif à un prix précis.
Il s'agit là de la définition officielle. Ce que cela signifie réellement, c'est en tant qu'acheteur d'une option, vous obtenez le droit, mais non l'obligation, de participer à la transaction à une certaine date ou avant celle-ci. Cela s'appelle une option pour une très bonne raison. Vous avez l'option de faire quelque chose, mais pas l'obligation de le faire, tant que cette transaction a lieu avant une certaine date. Maintenant, si vous vendez une option, c'est très différent. Vous êtes alors celui qui fournit l'obligation. Le vendeur d'une option contracte l'obligation d'effectuer la transaction en question à une certaine date ou avant celle-ci. Vous n'avez donc pas le droit de choisir en tant que vendeur. Il appartient à l'acheteur de décider d'exercer l'option ou non. Nous parlons beaucoup avec les clients et les gens de l'industrie des prix des options et de ce qui les fait fluctuer. La plupart des gens se concentrent sur le prix sous-jacent de l'actif auquel l'option se trouve et s'attendent à ce que le prix de l'option change très directement avec le prix de l'action sous-jacente, à titre d'exemple. Ce n'est en fait qu'une des trois choses qui font évoluer le prix d'une option, et toutes sont très importantes. Ainsi, toute option a un prix d'exercice qui est le prix auquel vous avez le droit d'effectuer la transaction, soit pour acheter ou vendre le titre sous-jacent. L'écart à l'égard de ce prix d'exercice est très important, car s'il diminue, le prix de votre option va augmenter. Vous vous rapprochez du prix auquel vous allez engager l'option qui a le plus de valeur. De la même manière, si vous vous éloignez du prix d'exercice, le prix de l'option va baisser. Il y a une mesure de combien le prix de l'option bouge lorsque le cours des titres sous-jacents fluctue. C'est ce qu'on appelle le delta. C'est un terme grec que vous entendrez souvent avec option, mais il s'agit évidemment d'une relation importante. Plus vous vous rapprochez du prix d'exercice, plus le prix de l'option sera élevé. Mais de la même manière, toutes ces options reposent sur un délai. Il y a littéralement une date d'expiration à partir de la minute où vous achetez une option. Le temps s'écoule inexorablement vers cette date d'expiration, de sorte que le délai d'expiration diminue, tout comme la valeur de l'option. Autrement dit, vous avez moins de temps pour atteindre cette zone monétaire au-dessus du prix d'exercice. Donc, moins vous avez de temps, moins l'option comporte de valeur. La mesure de la réaction de l'option à une fluctuation au cours d'une journée est appelée θ. Et enfin, la volatilité est également très importante et il n'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens la notion de durée, car en ce qui a trait au rétrécissement des contrats, il ne reste souvent qu'un certain temps. Ils peuvent certainement comprendre le prix, mais pourquoi la volatilité est importante? Plus le prix d'un actif est volatile, plus il est probable qu'il passera à votre prix d'exercice. S'il ne bouge pas beaucoup, ce n'est pas très volatile et il sera évidemment plus difficile de le faire passer à votre prix d'exercice, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Plus la volatilité est élevée, plus la valeur de l'option est élevée. Mais surtout, c'est la volatilité attendue. Le marché l'applique donc toujours à un niveau de volatilité dans le futur, dans un prix d'option, et où cela peut importer et que vous possédez une option d'achat. Nous parlerons des options d'achat dans une minute, mais c'est le droit d'acheter l'action de soulignement à un prix d'exercice et imaginez que l'option expire 2 semaines après l'appel sur les résultats de la société. La société effectue son appel sur ces résultats et il s'avère qu'elle a répondu aux attentes. Il n'y a pas eu de vraie surprise, le cours de l'action n'a pas vraiment bougé, puis vous allez vérifier le prix de notre option le jour suivant et vous voyez qu'il a chuté. Et vous êtes surpris. Le prix de l'action n'a pas bougé, vous n'avez avancé qu'une journée, pourquoi la valeur de mon option fléchirait-elle? Eh bien, la volatilité attendue du prix des actions a chuté parce que le catalyseur pour faire de la volatilité s'est produit, maintenant que l'appel sur les résultats est passé. Avec rien de plus à se produire entre maintenant et l'expiration, vous vous attendriez à la baisse de la volatilité et donc la valeur de l'option diminue. Voilà les 3 choses que vous devez garder à l'esprit lorsque vous examinez le prix des options. Lorsque nous structurons des options dans notre portefeuille, nous sommes toujours en train de modéliser chacun de ces 3 éléments et de déterminer non seulement ce que nous devrions payer pour une option, mais aussi la performance de l'option sous différents ensembles de résultats. Nous imaginons ce qui se produirait si la volatilité continuait de baisser, ce qui se passerait dans 2 semaines si elle perdait davantage de valeur temps, ce qui se produirait si le prix était à la hausse ou à la baisse de 10%. Nous nous penchons sur ces 3 aspects pour modéliser la réaction de notre portefeuille. Si vous regardez la diapositive 12, nous l'appelons le marché pour la volatilité.
Je parle de la mesure standard dont vous entendrez beaucoup parler, le VIX, qui mesure la volatilité réalisée dans l'indice S&P 500. J'ai montré la diapositive pour 2007 à aujourd'hui avec les deux cercles rouges à chaque extrémité du tableau. Avec la crise financière, tout le monde parlait des creux historiques en matière de volatilité, des niveaux inférieurs à 10 sur le VIX pour l'indice S&P 500 et bien sûr, à partir de ces niveaux, nous sommes allés beaucoup plus haut, plus de 80 sur le VIX en seulement un an lorsque Lehman a échoué et que l'enfer s'est déchaîné sur le marché financier. Nous avons ensuite, au moment de la crise financière, connu une période de volatilité élevée entourant la crise de l'euro avec la Grèce, puis l'Italie en 2010 et 2011. Mais d'une manière générale, nous avons été de plus en plus discrets et volatiles en termes de volatilité jusqu'à la période actuelle où nous étions usés. Nous avons été dans la période la plus longue sans même une correction de 2 %. Nous venons de franchir ce seuil il y a environ 3 semaines. Mais à droite, vous pouviez voir une vieille règle dans le monde des options. Vous voulez vendre des options lorsque les primes sont très élevées, car en général, la valeur de la prime est plus que compensatrice du risque de devoir exercer l'option lorsque les niveaux de volatilité sont incroyablement bas. Vous devriez vouloir acheter l'option parce que vous ne payez pas beaucoup pour cette optionnalité. C'est ce que vous devriez faire en théorie, mais comme c'est souvent le cas, les marchés font généralement le contraire. Une opération très populaire en ce moment, en raison de la volatilité qui est en baisse depuis un certain temps, est de vendre de la volatilité pour que les gens vendent des options d'achat et de vente sur les actions sous-jacentes et sur l'indice lui-même. Ce n'est pas parce que c'est logique sur le plan financier, c'est simplement parce que ça marche et tant que ça continuera à fonctionner, les gens continueront de le faire. De même, lorsque la volatilité était très élevée en 2008 et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient envie de vendre de l'assurance sur l'indice S&P 500, la plupart des gens achetaient encore à ce moment-là. Regardons rapidement la différence entre une option d'achat et une option de vente. Je pense que vous le savez probablement tous, alors nous n'allons pas y consacrer beaucoup de temps. Je viens de montrer un tableau rapide si vous voulez avoir l'option d'achat sur l'action. Vous avez payé une prime pour posséder cette option, donc si l'action expire à gauche du prix d'exercice, en dessous du prix d'exercice, vous allez perdre de l'argent du montant que vous payez pour la prime, et si vous passez au-dessus du prix d'exercice, l'achat commencera à vous verser de l'argent et dès que suffisamment d'argent aura été versé pour couvrir votre prime, vous commencerez à faire un profit. Pour que vous puissiez voir, c'est pourquoi la ligne de profit est en retard sur la ligne de paiement. De même, si vous regardez l'option de vente, c'est exactement le contraire. Une option de vente vous donne le droit, mais non l'obligation, de vendre l'action sous-jacente par opposition à l'option d'achat. Elle vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter l'action sous-jacente et à fond, vous payez une prime pour cela et une fois que l'action tombe en dessous de votre prix d'exercice, vous avez le droit de vendre le cours de l'action. Votre prix d'exercice va payer et votre profit est atteint une fois que vous convertissez votre prime. Il existe donc deux options sur l'action majeure. Nous utilisons uniquement des options répertoriées dans notre portefeuille. C'est tout ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans le marché hors cote. À la diapositive 15, nous examinons certains des avantages et des inconvénients de l'utilisation des options. Je parlerai des avantages en premier. Numéro 1, nous allons parler d'un avantage très important dans une minute en ce qui a trait à la protection de votre portefeuille. Vous avez le potentiel de faire un gain très important par rapport à la petite prime payée. Il y a donc beaucoup de leviers implicites dans une option. Vous pouvez mettre un peu d'argent et réaliser un gain très important. Ce qui, quand vous y pensez, est très similaire à une police d'assurance. Lorsque vous souscrivez une assurance sur votre maison, vous ne payez pas la valeur de votre maison en assurance. Vous payez une très petite fraction de cette valeur et si quelque chose de grave arrive à votre maison, vous réalisez un gain très important par rapport à la prime que vous avez payée. Le deuxième avantage clé est que l'option est directement liée à l'actif sous-jacent, donc vous ne vous inquiétez pas de savoir si ça va marcher ou non. Si vous possédez une option de vente sur une action et que cette dernière baisse, les options de vente vont augmenter en valeur tant qu'elle descend assez. L'appariement est alors très serré, ce qui est bien. Numéro 3, il existe plusieurs façons d'utiliser des options de vente et d'achat, notamment en les combinant pour créer une myriade de résultats différents.
il y a presque un nombre infini de résultats qui peuvent être créés en combinant des options d'achat longues avec des options d'achat courtes, des options de vente longues avec des options de vente courtes, des options d'achat et des options de vente ensemble. Nous allons examiner quelques exemples simples de ceux-ci dans quelques minutes. Mais de toute façon, cela vous donne beaucoup de flexibilité pour gérer vos caractéristiques de capitaux propres sous-jacentes. Le quatrième avantage est aussi le plus agréable à appliquer. Il y a un moment où l'option, l'action ou l'indice sous-jacent, à partir duquel vous avez acheté votre option, approche de son prix d'exercice. À ce stade, la valeur de l'option commence à bouger très rapidement et si vous possédez une option d'achat sur une action qui atteint 20 $, alors que cette action s'approche de 20 $, la valeur de l'option commence à augmenter très rapidement, ce qui est très agréable lorsque vous êtes le propriétaire de cette option. Je vais maintenant vous parler rapidement des inconvénients. Je l'ai mentionné plus tôt, le principal désavantage est lié au temps, à savoir qu'à partir du moment où vous possédez l'option, vous perdez de la valeur dans le temps. Vous perdez de la valeur davantage avec une option longue tous les jours. Vous perdrez de la valeur temps, devrais-je dire, vous pouvez faire plus que compenser si l'action évolue vers votre prix d'exercice ou si la volatilité augmente. À l'expiration, si vous possédez l'option et que vous n'avez pas atteint votre prix d'exercice, vous avez alors le potentiel de perdre 100% de ce que vous avez payé pour la prime. C'est pourquoi vous ne mettez pas tout votre argent dans une option qui est une transaction de type tout ou rien. Si elle n'y arrive pas à l'expiration, vous perdrez toute votre prime. Le numéro 3 est le revers de l'avantage dont je viens de parler, à savoir si vous êtes proche du prix d'exercice et que vos actions sous-jacentes commencent à s'écarter du prix d'exercice. Autant cela était agréable lorsque votre valeur a augmenté et que votre option a rapidement pris de la valeur, autant votre valeur absolue diminuera rapidement. Alors, cela va dans les deux sens. Ce moment, lorsque le delta se déplace très rapidement, lorsqu'il y a beaucoup une autre option grecque de gamma dans l'action, ça peut être génial si ça marche en votre faveur. Mais ça peut être vraiment douloureux si ça va dans l'autre sens. Ce sont là quelques avantages et inconvénients. Nous allons parler de la façon dont nous les utilisons à la fois pour protéger notre portefeuille global et pour améliorer les positions individuelles. J'ai mentionné plus tôt le concept d'assurance et d'assurance habitation, en particulier à ce qui a trait à l'option de vente. Si vous y réfléchissez, la plupart des portefeuilles d'actions de clients sont des placements incroyablement importants pour eux, tout comme leur maison. Notre portefeuille d'actions est un portefeuille de très grande capitalisation, bien diversifié entre les secteurs, une assurance advenant que le marché s'écroule. Nous pouvons détenir une protection contre la baisse de la valeur de nos actions en détenant une position sur le marché sous-jacent. Dans notre cas, nous utilisons le plus souvent l'indice S&P 500. Si vous possédez une option de vente, comme avec une police d'assurance maison, vous payez une prime pour un certain temps pour protéger une certaine valeur d'un actif et dans ce cas, ce sera l'indice S&P 500 à un certain prix et si dans ce délai, quelque chose tourne mal avec cet actif, imaginez que l'indice S&P 500 baisse de 20%, vous obtiendrez alors un gros bénéfice sur cette option de vente, tout comme la prime d'assurance que vous toucheriez advenant que votre maison brûle. Si vous imaginez la structure d'un portefeuille, de façon à simplifier ce que nous faisons, le premier exemple qui me vient en tête, au-delà de la ligne pointillée, est ce qui se passerait si le marché évoluait à la hausse. Notre portefeuille d'actions devrait réaliser des gains sur les actions individuelles, ce qui est bien, et notre assurance indicielle perdrait la prime que nous avons payée sur ces options de vente sur indice. Nous faisons donc de l'argent sur nos actions. Nous en remettons un peu sur l'assurance indicielle que nous avons payée sur l'option de vente sur indice. Maintenant, si vous allez sous la ligne, que se passerait-il si le marché s'écroule? Nous nous attendons à avoir des pertes sur notre position boursière individuelle, comme la plupart des gens, mais nous prévoyons que ces pertes seront compensées par des gains sur ces options de vente sur indice. C'est notre objectif que nous allons regarder sur la diapositive suivante, parce que lorsque le marché augmente, la prime ne peut qu'être perdue, mais lorsqu'il s'effondre, un gain maximum est alors possible. Notre objectif est de réduire les inconvénients que notre portefeuille éprouve beaucoup plus que nous réduisons la hausse. Je vais vous montrer quelques scénarios dans lesquels je greffe une option de vente à une action, mais ce sera la même chose avec les options de vente sur l'indice. J'ai amorce dans la partie gauche de la diapositive 17.
Vous pouvez voir qu'il y a une certaine valeur d'action et cette petite barre bleu foncé vers la droite est la valeur de la prime que j'ai payée pour l'option de vente. Si vous vous déplacez vers la droite, nous regardons un scénario de ce qui se passera si le cours de l'action monte. Lorsque vous voyez la flèche verte, la valeur de l'action est maintenant plus grande. Cette prime, j'en ai perdu une partie car c'est une option de vente et plus le cours de l'action s'écarte davantage du prix d'exercice, plus l'option plonge. Mais encore, je suis plus haut, la valeur totale de mon portefeuille est plus grande qu'avant. Le scénario suivant, si vous vous déplacez vers la droite, est ce qui se passe si le cours de l'action baisse. Vous pouvez voir la flèche rouge maintenant que la valeur de l'action a diminué, mais ma bande bleu foncé vers la droite a beaucoup augmenté. La vente a passé à l'argent et me paie une somme relativement importante et j'ai perdu un peu de valeur, mais pas autant que le cours de l'action a diminué. La vente a réduit ma baisse de façon importante et le dernier scénario est important lorsque vous possédez des options, ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de changement du tout. Le cours de l'action est exactement là où il était au commencement, mais j'ai perdu la valeur de la prime de ma vente. Ce n'est pas un très bon résultat, mais si l'on compare avec les gens à la fin de l'année, ils ne se plaignent pas auprès de leur assureur de ne pas récupérer la prime qu'ils ont payée pour assurer leur maison. Ce n'est que le coût pour nous et pour notre client d'être sur le marché. Mais nous appliquons cela d'une manière un peu plus sophistiquée. Nous examinons toujours les types d'actions que nous détenons dans notre portefeuille ainsi que le montant de chacune. Nous mesurons les risques à différents résultats du marché. Nous modélisons ce qui se passerait si le marché s'écroulait de 5, 10, 15 ou 20 %, puis nous détenons ensuite des options de vente à différents prix d'exercice et différentes échéances, ce qui nous permettra d'atténuer le degré de baisse de notre portefeuille dans ces scénarios. Je vous présente sur la diapositive 18 notre outil de modélisation qui, le long de la ligne horizontale, nous montre les résultats potentiels du marché. Si vous allez vers la droite, c'est le marché qui monte, et à mesure que vous vous déplacez vers la gauche, c'est le marché qui descend. La ligne bleue diagonale qui passe en angle de 45 degrés sur le graphique est le rendement de l'indice. Donc, si vous possédez un FNB fondé sur un indice, vous vous attendez à monter autant que le marché vers la droite, et de même, si le marché baisse, vous vous attendez à descendre autant que le marché. Nos lignes sont les lignes rouges et bleues. Nous modélisons un certain nombre de portefeuilles différents qui montrent une baisse lorsque le marché baisse. Nous perdons de l'argent, mais notre option de vente commence à payer et elle atténue ses pertes. Ensuite, si le marché baisse, habituellement de plus de 10 %, nous commençons à descendre. Et si le marché continue de chuter, nous pouvons même récupérer une partie de l'argent que nous avons déjà perdu. C'est ce qui est arrivé en 2008. Chaque scénario est différent. Je ne dis pas que nous allons revivre la même chose qu'en 2008, mais les principes sont les mêmes pour ce qui est de posséder des options de vente assorties d'un gain important. À la hausse, même si vous pouvez voir que cela traîne dans le rendement, c'est parce que nous brûlons des primes sur ces options de vente. Cela n'ajoute pas de valeur en route vers le sommet. Elles ne font qu'attirer de la valeur. Voilà comment nous modélisons notre portefeuille. Chaque jour est différent lorsque la valeur de notre portefeuille augmente, que l'indice augmente, que nous remodelons constamment et que nous examinons ce que nous devons faire et comment nous devons bouger, soit nos options de vente, soit nous ajustons notre participation pour garder notre courbe là où nous voulons qu'elle soit. Nous avons beaucoup d'outils sophistiqués pour le faire, mais les principes sont à peu près les mêmes que ceux dont nous venons de parler. Parlons maintenant de deux autres stratégies rapides que vous pouvez utiliser avec des options que nous utiliserions dans notre portefeuille. Le premier est un tunnel d'options de vente. C'est une situation où nous vendons, nous possédons des actions. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'actions d'Apple. Nous vendrions une option d'achat au-dessus du prix auquel l'action se négocie et nous aurions un écart sur option de vente inférieur au cours de l'action. Un écart de vente est là où nous sommes longtemps près du cours de l'action, puis nous vendons l'option de vente plus tard. Cette combinaison, ces trois options ensemble par-dessus l'action, ça donne le tableau que vous pouvez voir sur la droite, dans lequel nous comparons ce qui se passera si le cours de l'action passe à un certain montant à ce qui se passera avec notre position combinée sur la droite. Vous pouvez voir s'il y a un mouvement de hausse modeste sur le cours de l'action, dans ce cas un peu moins de 5 %. Nous faisons un peu mieux avec cette stratégie où nous gagnons le rendement sur l'action plus le dividende et dans ce cas, nous avons un petit crédit pour l'écart de vente. En fait,
L'action n'a rien fait du tout, mais nous avons quand même fait mieux avec le dividende plus ce crédit, et de même si l'action a chuté, nous avons fait beaucoup mieux. Avec une baisse de 12% du cours de l'action, nous n'avons baissé que de 1,5%, tandis qu'avec une baisse de 18% du cours de l'action, nous avons chuté d'environ 8%. C'est donc une façon intéressante de prendre les actions qui peuvent avoir beaucoup de volatilité et d'utiliser des options pour vous donner plus à la hausse sur un ensemble modeste de résultats à la hausse et une meilleure protection contre les baisses. Nous faisons souvent ce genre de choses sur les actions de notre portefeuille. Le dernier dont je vais vous parler est le potentiel de faire quelque chose de très différent. Et c'est quelque chose que nous avons fait beaucoup au cours des 6 derniers mois, donc je voulais l'inclure. La volatilité est devenue tellement faible au cours de la dernière année que cela a parfois commencé à devenir plus attrayant, dans certains cas, de simplement posséder une option d'achat sur cette action au lieu de détenir une participation sous-jacente. Les options d'achat sont si bon marché que si le cours de l'action augmente, vous avez le potentiel de superformer à la hausse. Mais si le cours de l'action descend, parce que vous n'avez que la prime à risque, vous subissez une baisse moins importante. Il existe un moyen de structurer nos positions avec des options d'achat qui semblent beaucoup plus attrayantes. Dans ce cas, nous avons effectué une transaction avec l'indice S&P 500. Nous avions des liquidités supplémentaires. Nous avons décidé de les mettre à l'œuvre et d'aller de l'avant avec la réforme fiscale en cours aux États-Unis. Nous étions d'avis qu'il y avait beaucoup de potentiel de hausse sur le marché. C'était il y a environ 1 mois et demi. Nous n'avions pas l'impression que le marché évaluait le potentiel d'une réforme fiscale par les républicains. Puisque les options d'achat étaient si bon marché, c'était un très bon gain potentiel, advenant un marché à la hausse. Mais disons que la réforme fiscale n'aurait pas lieu. En fait, nous risquions de perdre moins d'argent que si nous possédions que le marché en général. Et si vous regardez la diapositive 21, la ligne grise montre si vous possédez juste l'indice S&P 500 et que ce dernier augmente de 1, 2, 3, 4 % par rapport à une baisse de 1, 2, 3, 4 %. Vous allez obtenir cette relation de ligne droite, mais si vous avez fait la structure que nous avons faite avec les options d'achat, nous avions la possibilité de superformer à la hausse si l'indice S&P 500 avait augmenté de 2 ou 3 %, ce qui est le cas. Mais si l'indice S&P 500 avait baissé, nous devrions également superformant, car nous n'aurions pas connu de baisse, nous avions seulement notre prime à risque. Nous aimons ces types de courbes. Lorsque nous vivons au-dessus de la ligne que vous obtenez juste en possédant le titre sous-jacent, et nous aimons plus particulièrement ces situations où les résultats sont quelque peu incertains. C'est un peu binaire d'aller dans un sens comme dans l'autre. C'est toujours difficile de savoir à coup sûr, car avouons-le, c'est Donald Trump. Il peut toujours faire quelque chose de fou à la dernière minute, et pour tout ce que nous savons, c'est ce qu'il pourrait faire à tout moment, mais cela nous a donné une bien meilleure façon d'avoir une exposition au marché que de le posséder réellement. Je termine avec l'énergie, qui est en fait un domaine qui n'a visiblement pas bien marché ces dernières années. C'est pour argumenter sur la partie la moins chère du marché. Nous l'avons fait au cours des derniers mois, nous avons augmenté notre exposition à l'égard du secteur de l'énergie. Nous pensons qu'il y a un potentiel pour que le pétrole atteigne ses niveaux à près de 60. Nous ne pensons pas que les actions productrices d'énergie reflètent cette valeur et nous avons donc procédé à un type de transaction similaire en utilisant des options d'achat sur le FNB des producteurs d'énergie au Canada, le XEG. Comme vous pouvez le voir, si le XEG remonte, notre ligne bleue monte de façon similaire à la possession du XEG. Mais si nous avions tort, l'énergie descend. Alors, nous avons moins de la moitié de la baisse si nous possédons les noms directement. Voilà un autre exemple d'utilisation d'options pour réduire vos risques et gérer vos gains. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et nous avons hâte de travailler avec vous pour la nouvelle année. Merci.